Monsieur Nabil Antaki, merci de nous accueillir. Pouvez-vous nous dire comment voyez-vous la situation dans votre pays et plus précisément à Alep, là où vous vivez? D'abord, la situation de la vie de tous les jours laisse vraiment à désirer. Les gens souffrent beaucoup. D'abord à cause du froid. Les gens ont très froid parce qu'il n'y a pas de fuel pour se chauffer au chauffage. Il n'y a pas d'électricité pour les chaufferettes électriques. Et donc, ceux qui ont les moyens achètent du bois et ont mis des cheminées à bois. Donc, les gens d'abord souffrent du froid, ils souffrent aussi de la pénurie. Il y a très peu d'essence, il n'y a pas de fuel, très peu de médicaments. Ensuite, ils souffrent du cherté du coût de la vie parce que le coût de la vie a augmenté de 5 à 10 fois depuis le début de la guerre en Syrie. Donc, les gens sont beaucoup appauvris et n'ont pas les moyens de vivre au jour le jour. Ce qui fait que 80% de la population d'Alep dépend de l'aide qui lui est donnée pour survivre. Donc, la situation quotidienne vraiment est très difficile. D'autre part, les Alepins sont soumis à un bombardement quotidien fait par les groupes armés qui entourent Alep. Et tous les jours, il y a une pluie de mortiers qui tombent sur les quartiers d'Alep. Et tous les jours, nous avons des tués et des dizaines de blessés. Donc, l'ONU récemment a demandé au gouvernement de cesser de bombarder. Si je comprends bien, ceux qui vous bombardent et ceux qui vous nuisent, ceux qui nuisent à la population, ce sont plutôt les bombardements qui viennent du côté rebelle. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait exact. Alep est divisé en deux parties. Il y a la partie où nous habitons qui est sous contrôle du gouvernement syrien, de l'État syrien. Et puis il y a les quartiers périphériques qui entourent Alep qui sont aux mains des rebelles depuis le mois de juillet 2012. Alors, l'armée syrienne bombarde les quartiers où sont les rebelles et les rebelles bombardent les quartiers qui sont sous contrôle gouvernemental. Ce qui fait qu'il y a un bombardement de part et d'autre. Mais nous, comme nous habitons cette région-là, nous ne savons pas ce qui se passe là-bas. Nous entendons du bruit, le bruit de la canonnade, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Dans tous les cas, ces quartiers-là périphériques occupés par les rebelles ne sont plus très peuplés parce que la majorité de la population de ces quartiers s'est déplacée en juillet 2012 une première fois, puis une deuxième vague en janvier 2014, ce qui fait qu'ils sont déplacés vers la partie gouvernementale. C'est pourquoi que dans cette partie où nous vivons, il y a énormément de déplacés, il y a entre 500 000 et 1 million de personnes déplacées des quartiers tenus par les rebelles qui vivent maintenant dans la partie sous contrôle de l'État syrien. Mais la souffrance dont vous avez fait état dès le début de votre réponse, elle est générée par qui? Par les rebelles ou par le gouvernement ou par les deux ou... Parce que ici, on a tendance à dire que le gouvernement est coupable de tout, tous les maux. Mais justement, ça c'est parce que les médias occidentaux désinforment plutôt qu'ils n'informent la population. Il n'y a pas un acte délibéré de la part du gouvernement pour faire souffrir la population. Le gouvernement dirige l'État syrien et il n'a aucun intérêt à ce que son peuple souffre. Maintenant, nous souffrons de la pénurie et manque de fuel, d'essence, de médicaments, parce que d'abord les routes ne sont pas sûres. La principale autoroute qui reliait Alep au reste du pays est depuis 2 ans fermée. Donc il n'y a qu'une seule petite route qui a été arrangée, disons, il y a un an pour permettre à la population d'Alep de sortir et de rentrer. Et les denrées passent par cette route-là, qui n'est pas très sûre. Justement, c'est sur cette route qu'il y a un an, mon frère aîné, en rentrant à Alep après une visite à ses enfants, a été tué sur cette route par les rebelles. Toutes les semaines, il y a des gens qui sont kidnappés sur cette route par les rebelles. Donc la route n'est pas sûre. Elle est très petite, elle ne permet pas le convoi de l'acheminement de convois de camions. Ce qui fait que les denrées arrivent au compte-gouttes
parce que la route n'est pas sûre. D'autre part, les gens souffrent des deux côtés à cause des bombardements. Il y a des bombardements de part et d'autre, et ce n'est pas seulement parce que j'étais en France il y a 2 mois, et puis dans les journaux on lisait les 300 000 habitants d'Alep sont soumis à un bombardement, sont soumis à un blocus. Ce qui n'est pas vrai, parce que les 300 000, ça c'est les gens qui habitent dans les quartiers tenus par les rebelles. Et il y a 2 millions qui habitent dans la partie sous contrôle de l'État syrien. Et ces 2 millions souffrent, sinon plus, autant que les 300 000 qui sont de l'autre côté. D'accord. Maintenant, les 300 000, est-ce qu'ils sont otages des groupes rebelles, des groupes terroristes en fait? Parce que je ne sais pas si c'est juste de dire rebelles. Non, non, moi je les appelle les groupes armés. Bon, on peut les appeler aussi les terroristes parce qu'ils pratiquent la terreur, bien sûr. Ils ne sont pas otages, c'est les gens qui n'ont pas eu le moyen de fuir leur quartier. Le million de personnes qui a fui les quartiers a eu l'occasion de fuir. Les autres, soit ils n'ont pas eu l'occasion, soit ils n'ont pas les moyens de quitter. Ils n'ont pas le moyen de quitter. Oui, d'accord. Mais alors, ces 300 000 qui souffrent, ce ne sont pas des victimes du gouvernement, si je comprends bien, de votre gouvernement, de Damas, de Bachar el-Assad, mais ce sont des victimes piégées parce qu'elles se trouvent dans cette zone où les rebelles, où Exact. les groupes armés. Exactement, exactement. Maintenant, les souffrances sont de part et d'autre, mais je vous rappelle qu'il y a une dizaine de mois ou 9 mois, notre partie d'Alep a été soumise à un blocus complet par les rebelles. Pendant 3 mois, on ne pouvait ni rentrer ni sortir de notre partie d'Alep et aucun produit ne pouvait rentrer. Alors que, au contraire, les parties tenues par les rebelles voyaient tout le matériel et tous les produits arriver chez eux. Maintenant, à cause de cette route que le gouvernement a percée pour permettre le ravitaillement d'Alep et l'aller et la sortie de la population, maintenant, on n'est plus soumis à un blocus, mais pendant 3 mois, on a été soumis à un blocus complet. Je vous rappelle aussi qu'au mois de mai et juin de l'année passée, les rebelles ont coupé complètement l'approvisionnement en eau d'Alep. Pendant 2 mois et 10 jours, il n'y avait pas une seule goutte d'eau dans les robinets, alors que l'eau existait du côté des rebelles, des groupes armés. Alors ils avaient intentionnellement coupé l'eau pour faire souffrir la population. Et il fallait voir pendant 2 mois et 10 jours, les gens n'avaient qu'une seule préoccupation, c'est se mettre en ligne devant les mosquées, les jardins publics et les églises qui avaient un puits pour remplir des bidons d'eau pendant 2 mois et demi. Pendant des semaines, on a eu l'électricité complètement coupée parce que la principale centrale électrique, comme la principale centrale d'approvisionnement en eau, sont dans la partie occupée par les groupes armés. Ce qui fait qu'ils coupent l'électricité quand ils veulent, ils coupent l'eau quand ils veulent, et donc la population souffre. Mais vous savez, c'est très important ce que vous dites, parce qu'ici, on a tendance soit à mettre la partie gouvernementale à dos avec, on les met à dos, les deux forces en Oui. présence, hein, avec les groupes armés, alors que finalement, ce sont les groupes armés qui sont responsables de toute votre souffrance, de tous vos malheurs, et que la présentation qu'on fait chez nous ici, en disant que Bachar el-Assad doit partir et que c'est un monstre, elle est totalement faussée. Oui, mais ça fait partie du plan de désinformation. On a diabolisé Bachar al-Assad depuis le début. On l'a montré comme un monstre qui massacre son peuple, alors que ce n'est pas vrai. Euh, Sans être un fan, parce que moi je ne suis pas un fan des hommes politiques, mais sans être un fan de Bachar al-Assad, je dis maintenant que si on fait un référendum ou un plébiscite libre sous contrôle international, Bachar al-Assad aurait la majorité. D'abord, il a un charisme, il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. D'autre part, euh, bien sûr que avant la guerre qui a commencé en mars 2011, le régime n'était pas à 100% démocratique, on n'avait pas toutes les libertés,
Nous, on voulait davantage de liberté, on voulait davantage de démocratie. Bien sûr, le régime n'était pas parfait, mais ce n'était pas une raison pour détruire le pays, pour massacrer les gens, pour arriver à ce que nous vivons maintenant, ce manque de démocratie à 100%. Donc, même les gens qui n'étaient pas à 100% avec le régime condamnent ce qui est arrivé, parce qu'il n'y a aucun Syrien qui peut accepter que son pays soit détruit parce qu'il veut un peu plus de liberté ou un peu plus de démocratie. Donc aujourd'hui, après 4 années de guerre, vous considérez que Bachar el-Assad, il a été un rempart, il vous a sauvé du pire. Oui, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des victimes, des gens tués et blessés à cause de l'armée gouvernementale. Ce serait faux de le dire. Parce que quand un État est attaqué, il se défend. Quand on est attaqué par des voitures piégées, par des bombes, par des groupes armés qui égorgent, qui crucifient, qui lapident, etc., ben, l'État va se défendre. Et il ne va pas se défendre par les mots, il va se défendre par les armes. Donc, bien sûr qu'il y a eu des gens tués, des gens blessés du côté des rebelles, ou même des populations qui vivent dans les régions des rebelles. Il ne faut pas le nier, mais c'est une réaction de défense d'un État, et je pense que n'importe quel État au monde qui est attaqué va se défendre par les armes. Et quand on se défend par les armes, il y a sûrement des tués et des blessés de l'autre côté. Donc en conclusion, parce que j'aimerais beaucoup que vos témoignages soient entendus par tous ces médias qui ont menti, et y compris par les commissaires de l'ONU, les enquêteurs, les ONG qui souvent ont montré que l'armée gouvernementale était plutôt criminelle et, et, les, et finalement les forces armées, elles ont été en quelque sorte légitimées pendant toutes ces années. Ah Euh, non, 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 c'est pas vrai. Dès les premières semaines du conflit, les manifestations n'étaient pas pacifiques. De l'avis de témoins qui m'ont raconté, dès le début, il y avait des gens armés parmi les manifestants dès la première semaine qui tiraient sur les deux côtés pour rendre le conflit un conflit armé. Les manifestations n'étaient pas spontanées. Si on ne veut pas parler d'un plan ou d'un complot, du moins on peut dire que ce qui s'est passé n'était pas spontané. Il était préparé et il a été réalisé ou en voie de réalisation ou d'exécution. Dans tous les cas, moi, tous les gens que je rencontre, chrétiens ou musulmans, des fans du régime, des gens qui aimaient le régime ou des gens qui n'aimaient pas le régime, tous les gens que je rencontre, soit à mon cabinet privé parce que je suis médecin, soit dans l'ONG où je travaille, soit dans la rue, me disent, mais docteur, on ne voulait pas que tout ceci arrive. D'accord, on voulait vivre mieux, on voulait un peu plus de liberté, mais arriver à ce que, là où nous sommes, nous ne voulions pas ça. Et puis les gens me répètent, regarde docteur ce qu'ils nous ont fait. ILS, c'est-à-dire ils parlent des groupes armés. Tous les jours, les gens quand j'ai fait une petite statistique dans mon cabinet, 80% des gens qui viennent me consulter sont des déplacés. Sont des déplacés, ils ne vivent plus chez elles, 80%. Et alors tous me disent, tu vois docteur, ce qu'on nous a fait, c'est les groupes rebelles, on nous a fait. Et dans tous les cas, beaucoup de gens se disent, euh, on ne croit pas à cette affaire de liberté et de droits de l'homme quand on pense que les principaux pays qui appuient les groupes armés sont le Qatar et l'Arabie saoudite, où il n'y a absolument pas de démocratie. Si le Qatar et l'Arabie saoudite aiment vraiment la démocratie pour le peuple syrien, ils n'ont qu'à l'appliquer d'abord chez eux. En Arabie saoudite, il n'y a même pas d'élection municipale. La femme n'a même pas le droit de voter. Alors, si vraiment ils ont rêvé de la démocratie pour le peuple syrien, ils n'ont qu'à l'appliquer chez eux. Et puis d'autres gens me disent, ah, les droits de l'homme, l'Amérique veut les droits de l'homme pour la Syrie, mais ils n'ont d'abord qu'à l'appliquer chez eux. Guantanamo, où sont les droits de l'homme à Guantanamo? Les tortures de la CIA, présentées par un rapport du Sénat américain en décembre passé, quand il parle de la torture et des prisons secrètes de la CIA en Europe, quand on pense qu'il y a des milliers de personnes qui ont été arrêtées pendant 10 ans à Guantanamo, sans avocat et sans procès, alors que l'Amérique ne vient pas nous donner des leçons de droits de l'homme.
Donc, les gens ne pensent vraiment pas que l'Amérique et les pays européens, la Turquie et les pays du Golfe ont soutenu les groupes armés juste par amour des Syriens pour leur ramener la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Maintenant, tout le monde n'est pas dupe. Ici, chez nous, tout le monde sait qu'il y a un plan, tout le monde sait qu'il y a le nouveau Moyen-Orient rêvé par Bush et ses acolytes. Et tout le monde pense au chaos constructif de Condoleezza Rice. Tout le monde pense à ces choses-là qui sont en train d'être réalisées chez nous après qu'on ait tenté de les réaliser en Libye. Avec succès, ils l'ont détruit. Comme ils l'ont réalisé en Irak, ils l'ont détruit. Bon, le seul pays peut-être qui a sauvé sa peau, c'est l'Égypte. Les gens n'aiment pas quand ils lisent dans les médias à propos de l'armée syrienne quand ils entendent dire ou quand ils lisent l'armée de Bachar. C'est pas l'armée de Bachar, c'est l'armée syrienne, l'armée de l'État syrien qui est formée de nos jeunes. On a le service militaire en Syrie et cette armée syrienne qui se bat, c'est nos jeunes qui font leur service militaire. C'est l'armée syrienne, c'est pas l'armée de Bachar qui se bat contre l'armée de l'armée syrienne libre. D'ailleurs, l'armée syrienne libre, si au début il y avait un semblant d'armée syrienne libre, maintenant elle n'existe plus. Elle est réduite à 5% des groupes armés et 95%, c'est les barbares, c'est Daesh, c'est Al-Nusra, c'est le Front islamique, c'est l'armée de l'islam, etc. Et vous voyez ce que font les barbares. Tous les médias rapportent les égorgements, les crucifixions, les lapidations des femmes, etc. Est-ce que ce n'est pas choquant pour vous, les Syriens, de voir qu'après la proclamation de l'État islamique en juin 2014, on n'a pas reconnu au président Assad en Occident le fait qu'il devait être soutenu puisqu'il était, votre pays était sous la menace, comme en Irak, de l'État islamique. Exactement. Les Occidentaux ne se sont rendus compte de cette menace que quand ils ont eu des attentats chez eux. Alors que s'il y a eu 14 tués à Paris, je pense, ou 4 à Copenhague, ben, il y a eu des milliers de personnes tuées à cause de l'État islamique. Nous, on ne préfère pas l'appeler l'État islamique, on préfère l'appeler Daesh. Parce que l'État islamique, ça suppose qu'il y a un État et nous, on n'accepte pas qu'il y ait cet État-là. Et d'autre part, les Syriens sont choqués quand les gens en Occident associent la Syrie à l'État, à Daesh. Alors, quand on entend dans les médias, les jeunes Européens vont faire le djihad en Syrie, comme si la Syrie était une terre de djihad, comme si c'était dans la tradition syrienne qu'il y ait de l'extrémisme et de la barbarie. Nous, les Syriens, tous les Syriens, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, qu'ils soient aisés ou pauvres, nous n'avons jamais connu cette barbarie. Moi, je suis chrétien, mais tous mes malades, les musulmans qui viennent me voir, tous les gens, tous mes amis musulmans me disent, mais docteur, on n'a jamais vu ça. Pendant des siècles, on a vécu en très bonne entente entre chrétiens et musulmans, et il n'y avait aucun problème entre nous. Et on n'a jamais connu le 1 millième de la barbarie à laquelle nous assistons maintenant. Et donc maintenant, quand en Occident, on associe la barbarie à la Syrie, quand on parle faire le djihad en Syrie, c'est comme si on était une terre préparée à la barbarie, alors que ceci n'est pas dans la tradition de la Syrie, ça a été importé. D'autre part, pour terminer ce point-là, je reçois de temps en temps des malades qui sont d'anciens malades qui doivent se soigner d'une façon régulière et qui viennent de Raqqa, qui viennent de Manbij, qui viennent d'autres villes qui sont tenues par Daesh depuis plusieurs mois. Et ces gens-là, quand ils viennent, c'est des musulmans qui viennent me voir et me disent, docteur, c'est atroce vivre sous Daesh, c'est atroce. C'est des musulmans qui le disent. Ils disent, comment ces gens-là sont arrivés à prendre nos villes, on ne sait pas, mais dans tous les cas, nous souffrons beaucoup et nous voulons qu'ils s'en aillent. Et quand je leur dis, mais qui sont ces gens-là? Est-ce que c'est des gens de Raqqa? Ils disent, non, 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 c'est des Tchétchèens, c'est des Afghans, c'est des Pakistanais, c'est des Saoudiens, des Tunisiens, des Marocains. Mais ça se passait déjà avant juin 2014. Vous viviez déjà sous cette barbarie avant, mais cette barbarie a été occultée.
ou je me Oui, trompe? oui, oui, ça ne s'appelait pas l'État islamique, ça ne s'appelait pas Daesh, mais elle existait. Ça Vous s'appelait, vous, vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais déjà en mai 2011, 2 ou 3 mois après le début des événements, dans une ville qui s'appelle Jisr Chourour, les groupes armés ont encerclé le bâtiment de la sûreté dans Jisr oui, Chourour et ils ont tué tous les, tous les gens qui étaient dedans c'était et des les ont soldats? jetés du troisième au quatrième étage. Il y avait 90 personnes qui ont été C'était des jetées du soldats, quatrième étage. non? C'était pas des Comment? soldats? C'était pas des soldats de l'armée syrienne? Oui, c'était des gens de la sûreté et des soldats, oui, oui. Oui, mais justement, je voulais vous poser la question à ce sujet, revenir là-dessus, parce que je me souviens qu'à l'époque, on a présenté ça comme un massacre fait par l'armée syrienne qui aurait coupé en morceaux ses propres soldats. Les médias Non, avaient non, présenté non, ça. mais c'est pas vrai. Les gens de Jisr Chourour, les habitants de Jisr Chourour qui sont venus après chez moi, m'ont raconté que c'était les groupes rebelles qui semaient la terreur dans les villages autour de Jisr Chourour, qui ont envahi Jisr Chourour et qui ont encerclé le bâtiment où il y Ouais. avait la sûreté, la police et des gens de l'armée et ils les ont jetés du troisième étage. Mais C'est donc, pas vrai, c'est de la désinformation, oui, encore une fois. mais ça a été quand même le point de départ d'une désinformation qui poussait, si vous voulez, à ce qu'il y ait une intervention en Syrie. Quand on a vu l'État islamique qui progressait maintenant d'une manière incroyable depuis 2014, vous auriez dû vous attendre à ce que l'Occident il reconnaisse euh, l'armée syrienne et le gouvernement Assad comme quelqu'un avec qui il devait travailler, puisqu'ils combattent l'ennemi, l'État islamique. Et pourquoi ont-ils soutenu seulement les Kurdes syriens? Parce que les Kurdes qu'on a soutenus au Kobané, ils sont en Syrie. On a fait une séparation. Il y avait les Kurdes angéliques, donc qu'on aidait et on voulait protéger. Et puis d'autre part, l'armée syrienne régulière qu'on continue de considérer comme quelque chose d'épouvantable. Comment vous avez ressenti cette différence qu'on a fait? Ben, justement, c'est incompréhensible dans notre logique. Mais il faut se mettre dans la logique des dirigeants occidentaux qui, peut-être dans leur plan, pensent à la, euh, à la, à la, à la partition de la Syrie. Parce que vous savez qu'en Irak, maintenant, le pays est presque divisé et il y a le Kurdistan qui est presque indépendant. Donc, et le Kurdistan indépendant est soutenu par les États-Unis et par l'État d'Israël. Les gens qui vont en Kurdistan disent il y a plein d'Israéliens là, il y a plein Ah oui? d'Américains. Ah Et oui? donc, peut-être que le plan des Occidentaux, c'est la partition. D'accord. C'est pour cela qu'ils ont soutenu les Kurdes à Kobané. Maintenant, pourquoi ils ne soutiennent pas le régime syrien dans la lutte contre Daesh? Mais c'est leur enfant Daesh, c'est eux qui l'ont créé, comme ils avaient créé Al-Qaïda dans le temps, et maintenant ils ont créé Daesh. Vous vous rappelez de cette fameuse entrevue entre McCain et les généraux de l'armée syrienne libre, où il y avait parmi les généraux de l'armée syrienne libre le futur calife de Daesh, Baghdadi, qui était là en tant que officier de l'armée syrienne libre. Oui. Et McCain s'était entretenu avec lui. Mhm. Donc les gens se demandent si Daesh n'est pas l'enfant de l'Amérique comme Al-Qaïda était son enfant. Cela Oui, oui. veut dire qu'ils vont continuer de progresser et que vous êtes menacé. Comment vous vivez cette situation? Est-ce que vous êtes dans la peur, dans l'angoisse? Ben, les gens sont vraiment dans l'angoisse. Tout le monde a peur à Alep que le sort des Alepins ne devienne pas comme le sort des gens de Mossoul. Vous vous rappelez que Oui, à Mossoul, Daesh a pris le contrôle de la ville et ils ont mis des nouns, des N sur toutes les maisons des chrétiens. Et puis ils leur ont dit, ou bien on vous tue, ou bien vous vous convertissez, ou bien vous quittez. Et puis alors ils ont quitté dans des colonnes à pied, comme les Arméniens il y a un siècle, exactement en 1915,
exterminés par les Turcs. Et donc, les gens d'Alep ont peur, surtout les chrétiens ont peur. C'est pour Oui, cela qu'il y a un exode massif des chrétiens d'Alep. Il y a, il ne reste plus que 50% des chrétiens à Alep, les autres ont fui, mais il n'y a pas que les chrétiens. Il y a plein de nos compatriotes musulmans qui ont quitté le pays, soit pour s'installer au Liban ou en Égypte ou pour émigrer dans d'autres pays, parce que les gens ont peur. Dans tous c'est les cas, si les gens n'ont pas peur, ils en ont marre, ils n'ont plus de patience, ils n'ont plus d'espoir, ils voient leur pays détruit, et puis ils pensent à leurs enfants, ou bien c'est des jeunes adultes qui pensent à leur avenir et qui quittent. Et donc, quand nous pensons qu'il y a des millions de réfugiés dans les pays limitrophes, quand on pense qu'il y a des centaines de milliers qui ont émigré, vraiment, ça nous fait mal au cœur. oui. Maintenant, vous m'aviez dit en d'autres temps que les- l'État islamique se trouve pas loin d'Alep. Ça veut dire quoi? Ça veut dire combien de forces? euh, Daesh se trouve à 30 kilomètres d'Alep, mais il se trouve là depuis plusieurs mois mais ils sont et combien? il n'essaye pas d'avancer. Les quartiers tenus par les rebelles, les quartiers d'Alep tenus par les groupes armés, c'est pas Daesh qui les contrôle, c'est divers groupes, dont Al-Nusra. Et puis alors, il y a des dizaines de groupes qui tiennent chacun un quartier. Mais heureusement que Daesh n'est pas dans Alep, même dans Alep occupé par les groupes armés, et il est à 30 kilomètres d'Alep. Qu'en est-il de l'offensive lancée récemment par l'armée gouvernementale? Est-il vrai qu'elle a échoué à libérer les villages assiégés par les groupes terroristes près d'Alep, car elle aurait été repoussée par des centaines d'hommes venus de Turquie? Pour vous dire la vérité, cette offensive de l'armée syrienne, nous qui vivons à Alep, on ne la sent pas. On ne la sent pas. On a eu des échos de cette offensive par la télévision et l'Internet. Mais à Alep même, les gens sont sceptiques. Il faut dire la vérité. Ça fait 2 ans et demi que les troubles ont commencé à Alep. Il y a tous les jours des combats, il y a tous les jours des bombardements, il y a tous les jours des offensives, mais l'armée syrienne n'a pas avancé d'un seul mètre à Alep. Ah oui, Et oui, c'est-à-dire que la partie occupée d'Alep l'a été en juillet 2012, et depuis juillet 2012, il n'y a pas un seul mètre qui a changé de bord. Ni l'armée gouvernementale qui a pris 1 mètre de plus, ni les rebelles qui ont pris 1 mètre de mais plus. comment vous La expliquez? situation est figée. Il y a un statu quo terrible à Alep, et quand on entend que l'armée gouvernementale a lancé des offensives et elle a pris le contrôle des villages, les gens ici sont sceptiques. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il y a plusieurs mois, ils ont avancé un peu au nord d'Alep et ils ont pris le contrôle de la prison centrale d'Alep qui se situe à 10-15 kilomètres d'Alep au nord. Ça, c'est la seule chose sûre parce qu'on sait que les prisonniers qui souffraient énormément par un blocus complet de la prison ont été amenés à Alep. C'est la seule chose qui est sûre. Sinon, le reste, c'est ce que racontent les médias, mais nous, à Alep, on ne le sent pas. Mais comment expliquer que l'armée gouvernementale n'arrive pas à avancer, n'arrive pas à vous sortir de cette situation terrifiante? Parce que l'armée syrienne n'est pas très nombreuse. Il y a quoi, 300 000 soldats de l'armée syrienne ou 400 000. Quand on pense à toutes les personnes, donc des soldats qui font un travail administratif, ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les hôpitaux militaires, ceux qui font les chauffeurs, je ne sais pas quoi, finalement, comme combattants, il ne reste pas beaucoup. Et quand il y a en Syrie 20, 30, 40 foyers d'insurrection et 20, 30, 40 foyers où il y a des combats. Donc, elle ne peut pas être présente partout. Et D'accord. que, c'est pour cela que l'armée syrienne, depuis le début, elle gagne une bataille, mais elle ne peut pas rester et occuper le terrain. Et souvent, elle est obligée de se retirer. Et quand elle se retire, souvent, dans beaucoup d'endroits, les groupes armés ont repris le village ou le quartier parce que l'armée ne peut pas rester.
Il faudrait une armée de 1, 2 millions de personnes pour gagner un terrain et l'occuper et rester là. C'est pour cela que les gens sont très pessimistes ici, parce qu'ils voient que la situation ne change pas et qu'ils pensent qu'aucun des deux camps ne peut gagner militairement, d'une part. D'autre part, les gens, tous et moi aussi, nous pensons que l'État syrien ne peut gagner que si la frontière avec la Turquie est fermée. Tant que les gens passent par la Turquie pour venir en Syrie combattre, en personne et en matériel, les armes passent, les hommes passent, donc l'État syrien ne peut pas gagner. Donc le statu quo va rester. Troisièmement, les gens ne pensent pas du tout qu'il y a une opposition modérée. Il n'y a pas d'opposition modérée. Et les gens qui sont sur le terrain ne sont pas des modérés. Les seuls modérés, c'est les gens qui vivent dans les palaces turcs, dans les hôtels 5 étoiles dans les pays du Golfe et qui passent leur temps en discussion et en discours télévisés, mais qui n'ont aucune influence sur le terrain. Et qui ne D'ailleurs, représentent rien. personne ne les connaît en Syrie, cette fameuse coalition nationale Ils ne où le représentent front rien. syrien ne représente pas le peuple syrien. D'ailleurs, le premier président du Conseil national syrien, le monsieur Barhoum, il n'y avait même pas 50 personnes qui avaient entendu parler de son nom, parler de lui ou connaissant son nom avant qu'il ne soit désigné par les Occidentaux comme président du Conseil national syrien. Ce conseil qui a été reconnu comme légitime, représentant légitime du peuple syrien par les Occidentaux, les gens ici se pouffent de rire quand ils entendent ça. Parce qu'ils disent des gens que personne ne connaît en Syrie, qui vivent à l'étranger depuis 30 ans, vont nous représenter alors qu'on ne connaît même pas leur nom. Et Donc, puis les gens se demandent bien sûr de quel droit les pays occidentaux peuvent décider qui est le représentant légitime des Syriens. Enfin, il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse quant à l'attitude des Occidentaux vis-à-vis de la Syrie. l'ONU qui condamne les bombardements du gouvernement, qu'est-ce que cela vous inspire? Parce que si le gouvernement ne bombarde pas les zones rebelles, les zones, comme vous dites, les groupes armés, eh bien la population, elle est exposée au pire danger. Comment peut-on blâmer l'armée syrienne qui fait ce qu'elle peut pour vous sortir de cette situation catastrophique? Mais justement, l'ONU, dans le temps, le général de Gaulle l'avait appelé le machin, et les gens ici n'ont pas confiance dans ce machin-là. Heureusement qu'il y a la Russie et la Chine qui ont un droit de veto et qui appuient l'État syrien, sinon l'ONU, personne n'y croit. Comme la Ligue arabe. La Ligue arabe s'est comportée avec la Syrie, qui est un des principaux pays fondateurs de la Ligue arabe, et s'est comportée avec la Syrie d'une façon abominable. Et les gens maintenant, le peuple syrien, les gens qu'on rencontre tous, haïssent maintenant. Ils haïssent les pays du Golfe, ils haïssent la Ligue arabe. Le secrétaire général de la Ligue arabe, personne ne peut le voir parce que c'est des gens qui sont très mal comportés avec la Syrie. Ces rapports sont biaisés parce qu'on ne regarde que ce qui se passe du côté des groupes armés. Moi, je dis toujours à mes amis en Occident que vos journalistes, que les investigateurs, que les gens de l'ONU viennent dans les régions qui sont sous contrôle de l'État syrien et qu'ils voient comment bien souffre la population, qu'ils voient les tuer tous les jours. Ben, il y a une semaine, il y a une pluie de mortiers qui sont tombés à Alep et qui a fait 14 tués, dont 4 élèves qui sortaient de leur école. Le lendemain, il y a d'autres mortiers qui sont tombés avec plein de tués et de blessés. Qu'ils viennent voir ces gens-là, qu'ils viennent dans les hôpitaux dans nos régions et qu'ils voient les blessés de guerre. Moi, je travaille dans un hôpital où on a créé un projet qu'on appelle les civils blessés de guerre. Et on soigne dans cet hôpital privé gratuitement les civils qui sont blessés à cause des actes de guerre. Et tous sont des blessés à cause des mortiers et des balles tirées du côté des groupes armés. Et quotidiennement, on a des malades à l'hôpital, des blessés qui sont atteints. Là, récemment, hier, on nous a amené une femme
avec une atteinte par des éclats d'obus dans le crâne et l'œil qui est perdu. Le même jour, un type qui a perdu sa jambe par un obus tiré par les mortiers qui circulent ces gens-là circulent dans nos quartiers et ces gens-là souffrent. Et c'est pour cela aussi que quand mes amis d'Occident m'envoient des rapports écrits par Médecins sans frontières ou Médecins du monde qui rapportent leur expérience du côté des régions tenues par les groupes armés, je dis à mes interlocuteurs, mais c'est des rapports biaisés, parce que ces gens-là sont rentrés illégalement en Syrie via la Turquie ou via le Liban pour aller du côté des rebelles et soigner dans des dispensaires ou dans des hôpitaux les blessés, les gens armés blessés par les combats. Et donc, ils rapportent là-bas ce qu'ils ont vu. Mais qu'ils viennent, ces gens-là, les médecins sans frontières, qu'ils viennent dans nos régions et ils verront qu'il y a davantage de souffrances, davantage de tués, davantage de blessés que dans les parties occupées par les groupes armés. Oui. Comment voyez-vous la suite des événements, Monsieur Nabil Antaki? Personne ne peut prévoir. Personne ne peut prévoir. Je vous dis que les gens sont très pessimistes. Beaucoup ont perdu l'espoir. Beaucoup pensent à quitter. Ceux qui n'ont pas quitté, beaucoup pensent à quitter le pays. Et donc, je ne sais pas comment ça va évoluer. Moi, depuis le début, j'ai dit ces événements-là ne vont pas nous amener ni une démocratie, ni les droits de l'homme, ni la liberté. Il y a trois sorties de crise au complot qui a été tramé contre la Syrie, à ce que je voyais dans le temps. J'ai dit, si les événements et les groupes armés qui ont créé ces événements gagnent, ça va être soit un État islamique, soit un chaos, soit la guerre civile. Je l'avais écrit en juin 2011 et donc je pense que les choses continuent. Si l'Occident continue à soutenir les groupes armés et si la Turquie ne ferme pas ses frontières, d'ailleurs la Turquie joue un très mauvais jeu là-dedans, c'est le principal appui des soutiens des groupes armés, s'ils n'arrêtent pas leur jeu là, on va finir soit par un État islamique, soit par la partition de la Syrie. On ne voit pas d'autre issue. Et l'armée gouvernementale et l'État syrien ne peuvent gagner que si la Turquie ferme ses frontières, que si les Occidentaux arrêtent d'armer et d'envoyer des jeunes dans notre pays. On n'est pas le dépotoir de l'Occident. Gardez les vauriens et les extrémistes chez vous, qui ne viennent pas en Syrie. Il y a, je ne sais pas, on dit 30 000, 40 000 Européens qui viennent combattre en Syrie. Il y a 80 nationalités qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici? Qu'ils aillent chez eux? Arrêtez-les chez vous. Oui, mais la situation est terriblement dangereuse et je me demande comment vous pouvez rester, ne pas partir comme tant d'autres. Est-ce votre dignité? Qu'est-ce qui vous motive à rester alors que votre vie est menacée à tout instant? Oui. Et votre famille Écoutez, et vos chers? oui. Ceux qui restent en Syrie, c'est plusieurs catégories. D'abord, il y a les gens qui sont dans des villes qui ne sont pas exposées, comme les villes du littoral, comme Latakia, Tartous, ou une grande partie de Damas, où il n'y a pas de combat, les gens vivent tout à fait normalement. D'ailleurs, il y a des Alépins qui vont à Latakia pour une raison ou une autre, ils reviennent et disent, on est dans un autre monde, il n'y a pas de combat, c'est la prospérité. Donc, il y a des gens qui habitent dans des régions qui ne sont pas l'objet de bataille. D'autre part, ceux qui restent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de quitter, parce que quitter la Syrie, ça veut dire avoir de l'argent et avoir la possibilité d'avoir un visa pour aller ailleurs. D'ailleurs, la seule porte de sortie pour les Syriens, c'était le Liban. Et le Liban, il y a 2 mois, a mis des conditions draconiennes pour l'entrée au Liban des Syriens. Maintenant, un Syrien qui rentre au Liban, il faut qu'il y ait une raison impérative pour qu'il aille au Liban, c'est-à-dire avoir soit une entrevue dans une ambassade, soit avoir un billet d'avion pour prendre l'avion à partir de l'aéroport de Beyrouth, etc.
Donc les gens, ce qui reste, c'est soit qu'ils n'ont pas les moyens de quitter, soit qu'ils n'ont pas de visa, donc ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de rester. Maintenant, personnellement, moi et mon groupe, on reste en Syrie alors que notre vie est menacée, alors que nous avons nos enfants qui vivent à l'étranger et qui nous supplient de de quitter. partir. C'est parce que nous voulons aider la population qui n'a pas le choix, qui est obligée de rester. Nous avons une ONG qui s'appelle les Maristes Bleus Oui, et nous aidons la population syrienne à survivre, soit en leur fournissant des aliments, des vêtements, des chaussures, soit en les soignant gratuitement, soit en éduquant les enfants. Alors, on pense que notre présence est une force pour ces gens-là qui restent et que nous devons rester. vous êtes admirable. Je me sens Merci. presque mal à l'aise de me savoir dans le confort et la sécurité, de vous savoir là, dans cette situation. Il m'est très dur de penser que vous vivez une chose aussi tragique, et pas que vous, mais toute la population qui vous entoure. Donc Merci. voilà, votre témoignage est touchant, poignant, bouleversant. Faites attention à vous. Je vous remercie infiniment. Je vais faire mon possible pour transmettre votre message le plus loin possible. Merci, merci Sylvia, Voilà. merci. Merci infiniment.